Donc, comme vous le savez, les avancées technologiques ont permis ces dernières années d'augmenter le rendement diagnostique, en particulier avec l'avènement de l'exome. Mais l'exome n'interprète que l'ADN codant, qui ne représente que 1,5% de notre génome, avec un rendement entre 30 et 50% dans les syndromes génétiques rares de transmission mendélienne suspectée. Et ces dernières années, l'avènement du RNA sec, couplé à l'exome, le génome ou le panel, dans des cohortes homogènes avec un tissu qui est adapté à la pathologie, a permis d'augmenter ce rendement diagnostique entre 7,5 et 35%. Ça a été surtout montré dans des pathologies de type pathologie mitochondriale, neuromusculaire, avec encore une fois un tissu qui était adapté. Concernant les maladies rares, comme vous le savez, elles représentent 80% d'origine génétique et malheureusement, la moitié des patients n'ont pas de diagnostic précis. Donc, je vais vous présenter un projet pilote qui a été donc réalisé à Dijon avec un appel à collaboration Handirare pour des patients avec un phénotype clinique précis évoquant une pathologie au mime, pour lequel, lorsqu'il s'agissait d'une pathologie autosomique dominante ou liée à l'X, il n'y avait pas de variant pathogène retrouvé, ou lorsqu'il y avait une pathologie autosomique récessive, on avait seulement un seul variant, et donc le but était de retrouver le second hit. Et donc, ont été réalisés chez des patients qui avaient déjà eu un certain nombre d'examens de première ligne qui pouvaient être tous négatifs. Et donc, ont été réalisés chez ces patients un séquençage de génome solo, plus ou moins associé à du RNA sec, de l'ARN messager, au CNRGH. Donc là, notre cohorte est de 15 individus de 15 familles non apparentées, de 8 centres France et Belgique. Donc on a fait le séquençage de génome et plus ou moins, selon les cas, une intégration avec du RNA sec. La majorité sur des fibroblastes, mais un patient, c'était du RNA sec sur du sang et un autre sur une lignée lymphoblastoïde. Alors, les résultats de la cohorte, donc sur ces 15 individus, une majorité d'hommes. Vous voyez qu'il y avait 5 pathologies autosomiques dominantes, 2 pathologies liées à l'X, donc c'était 2 suspicions de syndrome de Simpson-Golabi-Bemel, et 8 pathologies autosomiques récessives. Dans cette cohorte, on a eu 2 cas négatifs, un cas très évocateur d'une mutation dans le gène APC, quel le génome s'est révélé négatif, mais le RNA sec évoque quand même une diminution de l'expression d'APC, et donc une poursuite va être faite avec réalisation de bionano pour cette patiente. Et un patient évocateur d'un syndrome KBG, également négatif en génome et RNA sec, mais RNA sec fait sur du sang, donc probablement pas le bon tissu. 4 diagnostics manqués par le test ciblé et vu en génome, alors 2 pour des problèmes vraiment de pipeline bioinformatique, et on a pu retourner vers les équipes et corriger ce problème de pipeline, et 2 pour cause de facteurs humains. 5 diagnostics ont été faits en génome seul, et 4 diagnostics ont été faits par l'intégration génome et RNA sec. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Le premier, c'est ce patient qui était très évocateur d'un syndrome de Marfan avec des symptômes, vous voyez, ophtalmo, squelettiques, cardiaques, pour lequel il y avait eu un grand nombre d'investigations, donc le séquençage Sanger, la MLPA du gène de la fibrilline 1, un panel de gènes de syndrome marfanoïde, une CGH arrêt et un exome solo, tous négatifs, et en fait le séquençage de génome a mis en évidence une translocation équilibrée entre les chromosomes 9 et 15, avec au niveau d'un point de cassure une disruption de l'exon 40 du gène de la fibrilline 1 qui a été confirmée secondairement par un karyotype que vous voyez sur la droite, et d'origine de novo. Donc c'est vrai qu'un karyotype d'emblée aurait pu répondre à la question, mais voilà, ça montre qu'on peut mettre aussi en évidence en génome des choses qu'on ne peut pas mettre par les autres techniques. Deuxième exemple, donc ça c'est un patient de Rennes, un enfant de 14 mois, premier enfant d'un couple non apparenté sans antécédent, qui à la naissance présentait un tableau néonatal d'hypotonie et de contracture articulaire avec augmentation des CPK, et mise en évidence à la CGH arrêt par Christelle d'une délétion des exons 2 et 3 de l'AMA2 hérité du père, mais pas de deuxième événement.
sachant que ce diagnostic était vraiment compatible avec une dystrophie musculaire associée à l'AMA2, confirmée par une étude en biopsie musculaire avec une expression négative de la mérosine. Donc le but était d'aller rechercher un deuxième événement, et en fait le séquençage du génome a mis en évidence une duplication partielle, donc bien héritée de la mère, de l'AMA2, mais également une duplication de TMEM 244. Alors, quelle peut être l'explication? On pense que c'est un remaniement complexe probable. Une des hypothèses serait qu'il y aurait pu avoir une duplication touchant les deux gènes, puis une délétion à l'intérieur de cette duplication. Pour aller plus loin, on a poursuivi avec du séquençage de génome long read, où là, vous visualisez les résultats par le pipeline DNA Range, qui confirme ce qu'on a vu avec le short read. On voit bien ici la délétion de 91 kilobases de l'AMA2, la duplication de 120 kilobases et la duplication de 92 kilobases de TMEM 244. Après, sur très peu de reads, on avait un doute sur le fait qu'il puisse y avoir à ce niveau-là une duplication-inversion, mais malheureusement, pour aller plus loin, donc on est allé faire du bionano et pour l'instant c'est en attente de résultats, c'est en cours de passage sur le bionano. Autre exemple, celui d'un jeune garçon très évocateur d'un syndrome de Smith-Lemie-Opitz avec une récidive avec un premier frère décédé, avec une CGHRE qui avait été réalisée qui montrait une délétion de l'intron 2 de 30 kb de GPC3 classé comme VUS et une duplication de 140 kb en XQ24 qui est communément connue et considérée comme bénigne. Et donc ça avait été conclu comme signification inconnue. Il y avait eu un panel de croissance excessive fait négatif. Et au génome, on a confirmé donc la délétion et la duplication avec un mécanisme un peu plus complexe, avec en fait l'insertion de cette duplication dans l'intron 2 de GPC3. Que l'on a confirmé sur la perte de GPC3 sur du RNA-seq sur une lignée fibroblastique avec vraiment une baisse de GPC3 sur la signature, et en RT QPCR, vous voyez bien qu'il y a la perte d'expression chez le patient comparé au contrôle. Nouvel exemple, celui d'une enfant de 7 ans sans antécédent familial qui présente une encéphalopathie épileptique, chez qui une CGHRE, une recherche d'Angelman, un séquençage d'ADN mitochondrial avait été réalisé et négatif. Un exome avait été réalisé mettant en évidence un seul variant dans le gène VVOX, ici hérité de la mère. Et donc quand on fait le rétrophénotyping, ça correspond bien au phénotype de cet enfant. Et donc pour aller chercher le deuxième variant, on est passé au génome qui a mis en évidence chez cette patiente un remaniement complexe hérité du père, qui consiste en fait en une délétion intronique des introns 4 et 5 et une inversion de l'exon 5 qui ont été confirmés par séquençage Sanger. Quand on regarde les différents transcrits, on voit qu'il y a plusieurs transcrits pour cet enfant et son père. En faisant du RNA-seq ciblé, on voit bien pour l'enfant et le père ici une altération du splicing avec un saut de l'exon 5 et au Western blot une inexistence de l'expression de la protéine VVOX. Alors, on passe à l'intérêt du RNA-seq couplé au génome chez cet adulte très évocateur d'un syndrome de Cohen, pour lequel donc là un séquençage ciblé du gène VPS13B avait été réalisé avec une mutation frameshift retrouvée héritée maternelle. Et en fait, là, c'est vraiment le RNA-seq qui a permis de retrouver le deuxième variant. On est parti du RNA-seq pour remonter après au génome. RNA-seq qui montre ici une rétention, une création exonique ou une rétention d'un tronc qui est due en fait à un variant intronique profond, confirmant le deuxième hit et donc confirmant le syndrome de Cohen. Et enfin, dernier exemple, donc un enfant suivi à Rouen et puis qui avait été exploré à Nantes initialement, qui est très évocateur d'une pathologie due à une altération biallélique du gène LLS, avec donc une alopécie et une atteinte neurologique. Le séquençage du gène avait permis de mettre en évidence une mutation faux sens héritée maternelle.
mais pas de deuxième variant. Et en étudiant les transcrits sur les fibroblastes, l'équipe nantaise avait mis en évidence un déséquilibre de l'expression de l'allèle paternel. Donc nous, quand on l'a passé en génome et en RNA-seq, donc on retrouve bien le variant rare d'origine maternelle. Alors vous reverrez après sur les BAM, en fait, il n'y avait pas de choses qui ressortaient spécifiquement du génome. Mais quand on regarde ici, donc en haut, vous avez le génome avec le variant rare maternel, deux variants communs paternels. Donc quand on est sur le génome, on a bien une fréquence allélique, une balance à 50, alors que vous voyez que cette balance, elle est déséquilibrée quand on regarde le RNA-seq, donc qui confirme bien l'expression monoallélique. Et quand on zoome sur tout ce qui est splicing, on voit qu'il y a une altération du splicing chez le K-index et chez son père qui ne sont pas présents chez les deux contrôles. Donc là, on retourne à nos BAM et on voit donc bien ici cette altération qu'on ne retrouve pas chez les deux contrôles. Sur les reads du génome, on voit ici cette séquence soft-clippée. Quand on va la blaster, en fait, on retrouve qu'elle vient se blaster au deuxième événement du splice. Et alors, le mécanisme qui est proposé, alors quand on prend un génome témoin et le génome du patient avec la même profondeur de 30x, on a l'impression que sur ces deux régions, on aurait une duplication et ici une diminution de la profondeur qui ferait évoquer une duplication en tandem dans le premier intron avec une délétion. Donc pour aller plus loin, on a poursuivi en faisant du bio-nano. Malheureusement, probablement que cette anomalie, ce complexe, est trop petite et donc n'est pas ressorti par le bio-nano. Et donc là, on est en attente d'un séquençage long grid au CNRGH. Alors pour discuter, on voit que en effet, quand on a un phénotype qui est vraiment certain, dans certains cas, l'approche ciblée suffit, mais on peut passer à côté. Alors, quelles sont les différentes explications? Alors, on l'a vu tout à l'heure avec Kevin. Alors, ça peut être des problèmes de couverture, ça peut être des anomalies équilibrées. Alors là, je fais un petit clin d'œil à Laurent avec que le cariotype peut servir en première intention. Des remaniements complexes ou des variantes de structure qui ne sont pas mis en évidence même par l'exome. Attention au pipeline bioinformatique. Donc là, on a vu que deux variants, donc c'était deux variants tronquants qui n'ont pas pu être mis en évidence. Les facteurs humains. Et puis aussi, des fois, le besoin d'apport des long reads par rapport au short read pour pouvoir bien définir le remaniement. Le RNA-seq, alors il peut venir en seconde intention du génome, mais aussi il a été montré qu'il peut guider l'analyse du génome. Alors la contribution, c'est que c'est pour les anomalies de splicing, que ça peut être pour les expressions aberrantes ou monoalléliques, mais également pour l'interprétation de VUS ou de variants non codants. Les pipelines, c'est très important et avoir plusieurs outils qui sont complémentaires parce qu'un outil va pouvoir mettre en évidence une anomalie qui ne va pas être mise en évidence par le deuxième outil. Et Murdoch, dans une cohorte l'année dernière, a montré que justement, en partant du RNA-seq et en remontant au génome, on pouvait atteindre un taux de diagnostic de 17%. Et encore une fois, ça a été dit tout à l'heure, la limitation, clairement, c'est le tissu. Il faut avoir un bon tissu. Toujours dans la cohorte de Murdoch, ils ont montré, alors c'était une cohorte très hétérogène, là, cette fois-ci. Ils ont fait RNA-seq, fibro et sang. Ils ont montré que les fibroblastes avaient un meilleur rendement. Et les lignées lymphoblastoïdes peuvent être aussi un bon tissu. Et ça a été montré dans le cas, par exemple, du syndrome de Cornelia-de-Lange. Donc la question, c'est ce déploiement séquentiel du génome et du RNA-seq. Là, on voit que, alors de façon globale, même qu'avec le génome, on a pu confirmer un diagnostic moléculaire dans 87% de ces personnes avec vraiment un diagnostic clinique certain. L'approche ciblée par le transcriptome pour les maladies rares peut améliorer le taux diagnostic. Donc on peut des fois partir de cette analyse de RNA-seq puis aller au génome. Et donc quid de leur intégration en routine diagnostique. En perspective, l'apport du bio-nano et du génome long grid. Et donc là, pareil, je fais un petit peu de pub pour le projet Multi-Omics Care qu'a eu, entre autres, Dijon dans l'appel à projet maladies rares, résoudre les impasses diagnostiques. Et encore une fois, on revient toujours sur la limitation du tissu pour le transcriptome, où par exemple, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les gènes uniquement exprimés dans le cerveau, voilà, tout ce qui est un test avec transdifférenciation des fibroblastes en lignée neuronale. Je vous remercie et je remercie l'équipe de Dijon qui m'a accueilli l'année dernière et en particulier le groupe OMIC avec Antonio Vitobello puis les différents collaborateurs.
Merci beaucoup Estelle. Ouais, très très beau travail, très beau résultat. Vraiment, on est sur la dissection moléculaire, surtout sur les variants de structure, qui va être abordé sur la première présentation. La place pour une question. Ouais, Claude. Merci. Oui, c'est très intéressant. Je voulais savoir si vous aviez utilisé aussi des algorithmes de prédiction en bioinfo pour voir si ça collait avec vos résultats. Si ça collait avec les résultats. Alors, ouais. Non, là, on est parti vraiment de notre pipeline. Alors, encore une fois, qui est avec. Alors, en parlant du RNA-seq, qui est vraiment avec des multi-outils. Et vraiment, on a vu que certains outils vont sortir l'anomalie, alors que d'autres, clairement, ne la mettent pas du tout en évidence. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je voulais dire des prédictions d'anomalies d'épissage, etc. Ah, non, c'était pas, ça sortait pas. C'est des choses qui sont regardées en systématique et c'était pas prédit. Pour aller dans le même sens que ce que tu disais, karyotype is not dead, là c'est le fameux article. Donc ça plaide un peu en faveur de faire quand même un karyotype quand vraiment sur des maladies monogéniques bien cernées. Oui. Et ma deuxième question, c'est le bionano. Là, tu en as un petit peu parlé. Vous commencez à avoir des résultats avec le bionano? Non, je parle sous couverture de Christelle. On vient juste de commencer. Donc pour l'instant, il y a par exemple LLS. Je peux dire qu'on ne voit pas vraiment sur la région définie, mais ça vient tout juste de commencer à Dijon.